Bonjour, on va commencer aujourd'hui le dernier cours de la mécanique du programme de la terminale. C'est des généralités sur la mécanique quantique et la spectroscopie. Alors au départ, on va voir que la mécanique classique newtonienne est insuffisante à expliquer le mouvement des électrons dans les atomes. Alors grand 1, insuffisance de la mécanique newtonienne. Petit 1, modèle de Rutherford. Alors, ces modèles étaient élaborés par Rutherford en 1911. Alors, Rutherford donc, considère que l'atome est constitué d'un petit noyau chargé positivement autour duquel gravitent sur des trajectoires circulaires des électrons en mouvement circulaire uniforme. Alors ceci ressemble au mouvement des planètes autour du Soleil et c'est pour cela qu'on appelle ce modèle le modèle planétaire, comme les planètes qui gravitent autour du Soleil. Alors deuxièmement, insuffisance du modèle de Rutherford. Alors je vais prendre comme exemple l'atome d'hydrogène 1, et je vais étudier l'électron de cet atome. Donc mon système, c'est l'électron de l'atome d'hydrogène. Alors vous savez bien que l'atome d'hydrogène 1 possède un seul électron et un seul proton. Alors l'électron que je vais étudier va être soumis seulement à la force d'attraction électrostatique entre l'électron et le proton. Alors le poids est négligeable, très négligeable devant cette force. Donc le repère que je vais prendre, c'est le repère OZ, dont O est lié au centre de l'atome. Repère OZ qui est sensiblement galiléen. Le bilan des forces, c'est la force électrostatique en négligeant le poids de l'électron. Alors la deuxième loi de Newton, Fe égale à ma. Je projette sur l'axe OZ, Fe est opposé à l'axe OZ, donc c'est moins Fe égale à MAZ. Alors c'est quoi la force électrostatique? C'est K fois la charge de l'électron en valeur absolue fois la charge du proton en valeur absolue sur la distance au carré. Alors la charge de l'électron et du proton, c'est E. Donc c'est moins K E fois E, ça donne E au carré sur R au carré égale MAZ. Alors je suis dans l'hypothèse de Rutherford, c'est-à-dire que le mouvement de l'électron est supposé mouvement circulaire uniforme. Et je sais bien que pour un mouvement circulaire uniforme, la force, l'accélération est centripète. L'accélération est centripète. Alors donc l'accélération est dirigée vers O, donc c'est opposé à l'axe OZ, donc AZ c'est moins AN, c'est l'accélération normale. Et l'accélération normale c'est V au carré sur R. Alors je remplace dans la relation, alors je vais trouver que KE au carré sur R au carré égale MAZ, c'est-à-dire MV au carré sur R, je simplifie par R des deux côtés et je trouve que le rayon égale à KE au carré sur MV au carré. KE au carré sur MV au carré. Alors d'après cette relation, le rayon des atomes d'hydrogène, d'après l'étude qu'on vient de faire avec la mécanique classique, il dépend de la vitesse des électrons. Il dépend de la charge qui est constante, de la masse qui est constante. K, c'est une constante qui est 9 puissance 9, mais donc il va dépendre de la vitesse. Or, je sais bien que l'expérience montre que les électrons des différents atomes d'hydrogène n'ont pas la même vitesse à chaque instant. Chaque atome a un électron qui gravite avec une vitesse différente. D'ailleurs, la vitesse des électrons change d'un instant à un autre. Or, les électrons des différents atomes d'hydrogène n'ont pas la même vitesse. S'ils n'ont pas la même vitesse, ils n'auront pas le même rayon et ils n'auront pas le même volume. Et ceci est en contradiction avec la réalité expérimentale parce que je sais bien que tous les atomes d'hydrogène ont le même volume. Donc c'est une contradiction et ceci contredit la mécanique newtonienne. Donc je vois bien qu'en utilisant la mécanique newtonienne, je suis incapable d'étudier le mouvement des électrons dans les atomes. Donc, conclusion, la mécanique newtonienne ne peut expliquer le mouvement des électrons dans les atomes. Alors, c'est pour cela qu'on a inventé une nouvelle mécanique, c'est ce qu'on va voir, la mécanique quantique.
les postulats de la mécanique quantique. Alors, comme la mécanique classique, on a vu que la mécanique classique est basée sur 3 lois qu'on appelle les lois de Newton, première loi, deuxième loi et troisième loi. Et de même, pour la mécanique quantique, elle est basée sur des postulats. Alors, ce sont des postulats élaborés par certains physiciens. Alors, on va voir le premier postulat, c'est le postulat du photon, le photon. Alors, le photon a été donc inventé par Einstein en 1905. Alors, c'est Einstein qui a donné pour la première fois en 1905 à la lumière un aspect corpusculaire. Alors, au départ, on savait que la lumière est une onde, comme ce qu'on a déjà vu pour les cours des ondes lumineuses. Nous avons vu que la lumière, puisqu'il nous donne le phénomène de diffraction, comme l'eau, comme toutes les ondes, c'est une onde. Par comparaison avec les ondes mécaniques, on a pu dire, puisqu'on a obtenu le phénomène de diffraction avec la lumière, c'est que la lumière a un aspect ondulatoire. Alors, mais cet aspect ondulatoire ne va pas tout expliquer. Alors, c'est pour cela que Einstein a pu donner à la lumière, pour la première fois dans l'histoire de la physique en 1905, un autre aspect, autre que l'aspect ondulatoire, et là aussi un aspect corpusculaire. D'ailleurs, la lumière possède une dualité onde-corpuscule. C'est en même temps une onde et une corpuscule. Donc, là, si je suppose que j'ai là un rayon lumineux, le rayon lumineux est constitué de petits quantums d'énergie, des petits paquets d'énergie sans masse. C'est de l'énergie pure et il n'y a pas de masse. Donc ce sont des paquets d'énergie pure qu'on appelle quantums d'énergie, et ces quantums d'énergie sont appelés aussi photons. Ce sont les photons. Donc la lumière est constituée de petits paquets d'énergie qu'on appelle des photons. Chaque photon se déplace à la vitesse de la lumière. C'est par exemple dans le vide, la vitesse de la lumière est de 3 10 puissance 8. Et chaque photon possède une énergie. Il emporte avec lui une énergie parce que c'est de l'énergie pure, il n'y a pas de masse. Et alors cette énergie, pour chaque photon, je dis bien pour chaque photon, est h fois la fréquence nue de la lumière. Et je sais bien que la fréquence de la lumière, c'est c sur lambda. Donc l'énergie transportée par un photon est h nu égale à hc sur lambda. H, c'est une constante qu'on appelle constante de Planck, et sa valeur, c'est 6,62 10-34 joules seconde. Alors ça, c'est le premier postulat de la mécanique quantique, c'est le photon. Donc on a vu que la lumière a un aspect corpusculaire en plus de son aspect ondulatoire. Il est constitué de petits paquets, de petits quantums d'énergie qu'on appelle photons. Chaque photon se déplace à la vitesse de la lumière et transporte avec lui cette énergie qui est égale à h nu, hc sur lambda. Un deuxième postulat, ce sont les postulats de Bohr. Alors ça, c'est les postulats les plus intéressants qui vont nous intéresser. C'est que l'énergie d'un atome est quantifiée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quantifier, ça veut dire qu'il ne peut prendre que des valeurs discrètes. Il ne peut pas prendre toutes les valeurs. Et ça, c'est en contradiction avec la mécanique classique. Par exemple, si je prends ce stylo, alors là, je suppose que j'ai un niveau d'énergie E1. Et là, j'ai un autre niveau d'énergie E2. Alors, si je déplace le stylo depuis le niveau d'énergie initial vers le niveau d'énergie final, je parle ici de l'énergie mécanique ou de l'énergie potentielle de pesanteur, alors il va passer par toutes les valeurs d'énergie comprises entre le niveau 1 et le niveau 2. Il n'y a pas de valeurs qui ne sont pas possibles lorsque je déplace le stylo du niveau d'énergie 1 au niveau d'énergie 2. C'est comme l'ensemble R. Si vous passez d'une valeur, par exemple, de la valeur 1 vers la valeur 2, vous passez par une infinité de valeurs entre 1 et 2. Parce que l'ensemble R entre 1 et 2 contient une infinité de valeurs. Et c'est le contraire pour l'ensemble N. Dans l'ensemble N, vous avez 1 et vous passez directement à 2. Et c'est ça la quantification. Donc, les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés. L'atome ne peut pas posséder tous les niveaux d'énergie. Et là, seulement certains niveaux, c'est pour cela
qu'on dit qu'il y a quantification dans les niveaux d'énergie. Entre le niveau 1, où peut se trouver l'atome, et le niveau 2, l'atome ne peut pas exister entre 1 et 2. C'est soit 1, soit 2. Il ne peut pas exister entre les deux. Il ne peut pas avoir des niveaux d'énergie entre les deux. C'est comme l'ensemble N et l'ensemble R. Alors ici, la mécanique quantique, c'est comme l'ensemble N. Et la mécanique classique, c'est comme l'ensemble R, de point de vue énergétique. Alors donc les niveaux d'énergie sont quantifiés, l'atome ne peut prendre que des valeurs bien précises d'énergie, il ne peut pas avoir toutes les valeurs ne sont pas permises. Alors chaque énergie que possède l'atome est représentée par un niveau. On va le représenter par un niveau d'énergie. Et chaque niveau d'énergie sera caractérisé par sa valeur bien sûr en énergie et par un nombre appelé nombre quantique principal que je note n. Alors, je peux avoir le niveau d'énergie E1, E2, E3, E4, E5. Donc, chaque niveau d'énergie est caractérisé par un nombre que j'appelle nombre quantique principal qui ne peut pas être nul, qui appartient à n étoiles. Alors, pour le niveau n égale à 1, le premier niveau d'énergie. Alors, le premier niveau d'énergie, c'est le niveau fondamental, c'est-à-dire c'est le niveau dans lequel va se trouver l'atome normalement s'il n'est pas excité, s'il ne reçoit aucune énergie de l'extérieur. Alors, dans l'état normal de l'atome, il se trouve dans son état fondamental. Alors, si l'atome reçoit de l'énergie, par exemple de l'énergie lumineuse, il va passer de son état fondamental à d'autres états. Donc, il va passer de l'état 1 à l'état E2, E3, E4, etc. Ce sont ce qu'on appelle les niveaux excités. Alors, donc, pour n supérieur à 1, l'atome est excité, il reçoit de l'énergie, il n'est pas dans son état fondamental, il passe à un état supérieur, donc, elle sera excitée. On dit que ce sont les niveaux d'excitation. Alors, lorsqu'il arrive à dernier état d'excitation, c'est l'état d'ionisation, c'est le niveau d'ionisation. Donc, pour n qui tend vers plus l'infini, alors l'atome arrive à son dernier niveau, c'est où il perd ses électrons, c'est ce qu'on appelle l'état d'ionisation. Alors donc vous avez l'état fondamental E1, si n est supérieur à 1, vous avez les états excités, et le dernier état d'excitation, c'est l'état d'ionisation pour lequel n tend vers plus l'infini. Alors là, le passage de l'atome d'un niveau à un autre, il y a deux cas. Ou bien il va passer d'un état initial inférieur à un état final supérieur, donc l'énergie va augmenter. Alors pour qu'il voit son énergie augmenter, il doit recevoir de l'énergie. Alors on va supposer ici qu'il reçoit de l'énergie lumineuse. Alors s'il reçoit de l'énergie lumineuse, alors il va l'absorber et il ne va pas passer entre les deux états, il va passer directement à l'état fondamental, l'état qui est permis pour l'atome, pour cet atome. Alors dans ce cas, l'atome va absorber de l'énergie. Je dis que j'ai une absorption. Alors l'énergie du photon absorbée par l'atome, c'est bien sûr la différence entre les deux niveaux. E et l'énergie finale moins l'énergie initiale est égale à h nu ou égale à hc sur lambda. Alors deuxième cas, si l'atome se trouve déjà dans un état d'énergie supérieure et veut rejoindre un état d'énergie inférieure. Alors dans ce cas, il doit perdre de l'énergie. Et il va le perdre sous forme de photons, d'énergie h nu ou hc sur lambda, et c'est une émission. C'est une émission, et l'énergie émise est égale à E initial cette fois, moins E final, est égal à h nu égale à hc sur lambda. Donc je peux écrire une formule générale que l'énergie du photon, soit absorbée, soit émise, est égale à h nu égale valeur absolue entre l'état final et l'état initial pour qu'il soit toujours positif. Alors, comment on peut donc voir ceci dans notre vie courante? Alors là, je prends l'exemple des atomes, des lampes halogènes. Alors, les lampes halogènes, par exemple, les lampes économiques que nous possédons tous chez nous, ces lampes possèdent un gaz à l'intérieur. Alors, lorsque le gaz va subir une excitation électrique, alors je lui donne une excitation, une énergie électrique, j'allume la lampe, donc les atomes normalement ils sont remplis de mercure, alors les atomes de mercure, ils vont passer
d'un état initial, de leur état fondamental, vers des états excités. Ils vont être excités avec l'énergie électrique que je leur donne. Alors, une fois qu'ils sont excités, ils ne vont pas rester en excitation, ils vont revenir à leur état fondamental. En revenant à leur état fondamental, chacun dans un état d'excitation différent, en revenant, ils vont émettre de la lumière et c'est la lumière qu'on obtient. Donc, une fois qu'ils reviennent à leur état fondamental, ils sont de nouveau excités par l'énergie électrique et ils vont revenir aux états d'excitation et une fois dans les états d'excitation, ils vont passer à leur état fondamental en émettant de la lumière, ainsi en rebondissant de l'état fondamental vers l'état excité, en absorbant de l'énergie électrique et en revenant à l'état fondamental, on a production de la lumière et c'est le principe des lampes économiques qui possèdent un gaz à l'intérieur, comme les lampes qui possèdent le gaz mercure sous pression. Alors on va voir un exemple, c'est l'exemple le plus utilisé pour le niveau bac, c'est le cas de l'atome d'hydrogène H11. Alors pour l'atome d'hydrogène, on va donc se rappeler que l'énergie d'un niveau N est calculée par la formule En égale à moins 13,6 sur N au carré, moins 13,6 sur N au carré. Il est calculé avec cette formule en électronvolts. Alors je rappelle que 1 électronvolt égale à 1,6 10-19 joules. Avec N bien sûr appartient à N étoiles. Par exemple, si je remplace N par 1, je trouve l'énergie de l'état fondamental, c'est moins 13,6 électronvolts. Si je remplace N par plus l'infini, je trouve l'état d'énergie d'ionisation, c'est bien sûr 0 électronvolts. Ça veut dire pour cette formule que les niveaux d'énergie sont tous négatifs. Alors donc là, je mets le diagramme des énergies de l'atome d'hydrogène. Alors vous avez l'état fondamental, les états excités et l'état d'ionisation. Alors je prends le cas où il y a émission de photons. Alors les atomes d'hydrogène vont passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Alors lorsque les atomes passent de n'importe quel état d'énergie supérieur et arrivent à l'état fondamental, ils vont constituer ce qu'on appelle une série. Alors cette série, c'est ce qu'on appelle la série de Lyman. Alors si je calcule, alors pour chaque passage, je vais dire que c'est une raie. On va le voir après dans la spectroscopie. Je vais dire que là c'est une raie, là c'est une deuxième raie, c'est une troisième raie, etc. Alors là, c'est la première raie de la série de Lyman. Ça, c'est la deuxième raie. C'est le passage de l'état E3 vers E1. De E4 vers E1, c'est la troisième raie de la série de Lyman. Alors la série de Lyman, c'est lorsqu'on arrive à l'état fondamental. On va voir qu'en calculant les longueurs d'onde des différents spectres de la série de Lyman, je vais trouver que les longueurs d'onde appartiennent tous au domaine UV. C'est-à-dire qu'ils ont une longueur d'onde inférieure à 350. Je rappelle, pour le domaine, si c'est inférieur à 350, c'est l'ultraviolet. Si c'est compris entre 350 et 800, c'est le domaine visible. Et si c'est supérieur à 800, c'est l'infrarouge. Et ceci en nanomètres. Donc on va trouver que toutes les raies de la série de Lyman appartiennent à l'UV, leur longueur d'onde est toujours inférieure à 350. Alors vous avez ici, si vous passez de l'infini, du niveau d'ionisation vers l'état fondamental, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde limite de la série de Lyman. La dernière longueur d'onde, c'est la raie limite, la longueur d'onde limite, c'est de l'infini jusqu'à E1. Alors vous avez pour chaque niveau une autre série qui a été trouvée expérimentalement par un certain physicien, ici par exemple Lyman, ici c'est Balmer.
Alors pour la série de Balmer, toutes les raies sont dans le domaine visible. Alors vous devez arriver toujours au niveau d'énergie 2. Donc de 3 vers 2 c'est la première raie, de 4 vers 2 c'est la deuxième raie, la raie limite c'est de l'infini vers 2. Et toutes les raies sont dans le domaine visible, c'est la série de Balmer et il était trouvé en 1885 par le physicien Balmer. Alors si vous arrivez au niveau 3, vous avez la série de Paschen. Si vous arrivez au niveau 4, la série de Brackett. Si vous arrivez au niveau 5, c'est la série de Pfund. Donc Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund. Alors vous avez plusieurs, il y en a une infinité de séries. Pour chaque niveau d'énergie, vous avez une série. Mais les plus connues sont les 5 premières séries. La série de Lyman, après il y a un Balmer. Alors pour Paschen, Brackett et Pfund sont tous dans l'infrarouge. Leurs longueurs d'onde sont tous supérieures à 800. Alors on va voir des exemples. Alors l'exemple 1, on veut calculer la longueur d'onde de la première raie de la série de Lyman. Première raie de la série de Lyman. C'est-à-dire je vais passer du niveau 2 vers le niveau 1. Donc en passant du niveau 2 vers le niveau 1, on a vu que l'énergie d'émission c'est HC sur lambda, c'est E2 moins E1. Donc la longueur d'onde, ça sera HC sur E2 moins E1. Alors je remplace H par 662 10 moins 34, c'est 3 10 puissance 8. Le niveau E2, c'est moins 13,6 sur 2 au carré sur 4, moins, donc ça donne 13,6 sur 1. Et je dois multiplier obligatoirement pour convertir les énergies en joules, il faut multiplier par 1, 6, 10 moins 19. Et vous allez trouver 121,7 10 moins 9, c'est-à-dire 121,7 nanomètres. Et 121,7 nanomètres, c'est inférieur à 350, c'est bien le domaine de l'ultraviolet. C'est ce qu'on a dit. On a dit que pour la série de Lyman, on a toujours l'UV. Alors, exemple 2, calculer la longueur d'onde de la raie limite de la série de Brackett. Alors, raie limite de la série de Brackett, c'est la série de Brackett arrive au niveau 4. Donc c'est de l'infini vers le niveau 4. Donc E égale HC sur lambda, E l'infini moins E4, E l'infini c'est 0, moins E4, lambda égale à moins HC sur E4, moins 670 moins 34, 3 10 puissance 8. E4 c'est moins 13,6 sur 4 au carré qui est 16. Je multiplie pour convertir en joules 1, 6, 10 moins 19. Je trouve 1460 et c'est supérieur à 800, donc c'est le domaine infrarouge. Et ainsi de suite, tu peux calculer n'importe quelle longueur d'onde de n'importe quelle série, c'est-à-dire de n'importe quel passage d'un niveau quelconque à un autre niveau. Alors, comme application de ce qu'on vient de voir, on va voir la spectroscopie, c'est-à-dire l'étude des spectres obtenus à partir des atomes, des molécules et des ions. Alors, tout d'abord, on va commencer par voir le spectroscope. Alors, le spectroscope, c'est cet appareil que vous voyez devant vous. Alors, il est constitué de 3 parties. Alors, vous avez tout d'abord le gaz hydrogène qui est contenu dans un tube. Par exemple, ici, le gaz hydrogène. Je vais l'exciter en appliquant une tension électrique assez élevée, une haute tension, pour avoir une lumière. Alors, tous les atomes d'hydrogène sont excités, ils vont émettre une lumière. Alors, cette lumière va rentrer ici par ce qu'on appelle le collimateur et va arriver jusqu'à un prisme. Nous avons vu dans les leçons des ondes lumineuses que le prisme permet la dispersion de la lumière. Donc la lumière va être dispersée et on va la voir à travers à travers des jumelles. Alors ces jumelles s'appellent l'oculaire. Là c'est l'oculaire, c'est là où on met notre œil. Alors vous avez ici des jumelles auxiliaires pour projeter une échelle pour savoir les longueurs d'onde de chaque raie. Donc de
de l'oculaire, des jumelles qui constituent l'oculaire, je vais voir donc le spectre de la lumière émise par l'hydrogène. Alors cette animation nous permet de voir les spectres des différents atomes. Ici, je prends par exemple l'atome d'hydrogène. Je prends l'atome d'hydrogène. Alors, pour l'atome d'hydrogène, il est placé dans ce tube qui est excité par une tension assez élevée et analysé, par exemple, par un spectroscope. Alors, dans l'oculaire, je vais voir différents raies. Ici, je vois seulement les raies de la série de Balmer, spectre d'émission. Donc, je vois les différentes raies, les 5 premières raies. Ici, par exemple, vous avez une raie à 656,83 nanomètres. Vous avez ici une raie à 395,9, l'autre, etc. Tu peux ainsi connaître les longueurs d'onde de chaque raie. Et je rappelle que chaque raie spectrale correspond au passage de l'atome d'hydrogène d'un niveau élevé à un niveau bas. Ici, pour la série de Balmer, c'est arrivé au niveau 2. Alors, je peux changer, donc je peux voir par exemple le lithium. Alors là, le gaz lithium, vous voyez bien les raies spectrales. Je peux passer par exemple au carbone. Je peux passer au sodium. Alors pour le sodium, alors remarquez bien que vous avez ici 2 raies jaunes. C'est la raie double du sodium qui donne la couleur jaune pour le sodium. Si vous prenez un peu de sel de cuisine que vous mettez dans l'eau et vous utilisez une flamme, alors cette flamme va avec une solution de chlorure de sodium va donner une couleur jaune, et la couleur jaune est due à la raie double ici qui est jaune du sodium. Alors, vous voyez que si j'utilise un atome avec un nombre élevé d'électrons, j'ai plusieurs raies spectrales, énormément de raies spectrales. Alors, je peux le voir ici dans une autre animation. Alors, par exemple, ici, je reprends l'atome d'hydrogène, les raies d'émission. Alors, je règle pour voir les différentes raies. Alors, raies de l'atome. Alors là, vous avez les raies qu'on a vues tout à l'heure. Alors, chaque raie a sa longueur d'onde. Et vous avez par exemple pour le sodium, la double raie du sodium. Vous avez pour le fer, parce qu'on a plusieurs électrons, je peux voir par exemple le cuivre et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque atome a un ray spectral qui lui est propre. Alors, ainsi, si je reçois une lumière, par exemple, d'une étoile, je peux l'analyser avec la spectroscopie et le spectre contient toutes les informations correspondant aux différents atomes qui se trouvent dans cette étoile. Par exemple, si je trouve une raie spectrale qui a la valeur 500, exactement 529,25, je vais savoir que dans cette étoile, il y a du cuivre. Par exemple, là, il suffit de trouver une seule raie et vous avez donc l'élément cuivre qui se trouve dans cette étoile. Je peux ainsi analyser la structure des étoiles à partir des lumières qui nous proviennent. Alors, on peut aussi voir le spectre d'absorption. Alors, la différence, je reviens à l'atome d'hydrogène. Alors, pour avoir, donc, j'enlève le spectre d'émission. Alors, pour avoir un spectre d'absorption, c'est très simple. Alors, j'envoie une lumière blanche qui, normalement, il a, donc, vous voyez la lumière blanche, tout d'abord. Alors normalement, qui est composé de toutes les couleurs, de toutes les raies, depuis ici 350 jusqu'à 800 nanomètres.
et j'envoie cette lumière blanche à travers une ampoule qui contient le gaz à étudier. Alors lorsque la lumière blanche passe à travers cette ampoule, il va absorber les radiations qui correspondent au spectre d'émission. Alors je rappelle le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Il est en haut. Et ici en bas, vous avez le spectre d'absorption. Donc, ce spectre d'absorption va contenir des raies d'absorption qui sont en noir et de longueur d'onde qui correspondent exactement aux longueurs d'onde du spectre d'émission. Par exemple, ici, vous avez une raie noire dans le spectre d'absorption qui a été absorbée par le gaz qui est contenu dans l'ampoule. Et ça correspond bien à la longueur d'onde du spectre d'émission. Donc le ray d'absorption a un fond qui contient le spectre de la lumière blanche et avec des raies noires. Et la longueur d'onde de chaque raie noire d'absorption est la même que la même longueur d'onde correspondante au spectre d'émission. Alors je fais ça par exemple pour l'oxygène. Alors voyez bien que le spectre d'absorption contient des raies noires et le spectre d'émission contient les mêmes raies mais colorées. C'est la différence entre le spectre d'émission et le spectre d'absorption. Je peux aussi observer avec cette animation les raies des ions. Par exemple ici l'oxygène, je vais voir les raies de l'ion. Alors pour les raies de l'ion, vous voyez bien que vous avez un certain nombre de raies qui sont très très rapprochées, qui forment des bandes, et vous avez ici aussi des bandes d'absorption. Vous n'avez pas des raies, mais vous avez des bandes. Un ensemble de raies superposées qui forment une certaine bande d'émission et ici d'absorption pour les ions. On va voir aussi dans cet exemple les spectres des molécules. Alors les molécules sont faites de plusieurs atomes et leur spectre d'émission ou d'absorption est constitué d'un nombre élevé de raies spectrales de longueur d'onde rapprochées. On représente le spectre des molécules sous forme de domaines de pics renversés. Comme vous voyez ici, vous avez des pics renversés. Et chaque pic va correspondre à un nombre d'ondes. Alors c'est quoi le nombre d'ondes? C'est 1 sur lambda, c'est l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde est en mètres, donc le nombre d'ondes sera en mètre moins 1, ici en centimètre moins 1. Alors, qui correspond à la radiation absorbée. Alors le spectre d'absorption va nous permettre d'identifier la nature des liaisons dans la molécule et les groupes fonctionnels que contient la molécule. Par exemple, cette molécule, je vois que j'ai un pic renversé à peu près à 3000 cm-1 et ce pic, lorsque je vais le trouver dans une molécule que j'analyse son spectre d'absorption, c'est caractéristique de la liaison OH. C'est caractéristique de la liaison OH qui se trouve dans les acides carboxyliques parce que les acides carboxyliques contiennent RC double liaison O et une liaison COH. Donc le OH et des groupes caractéristiques des acides carboxyliques est caractérisé par 3000 cm-1. Ici, vous trouvez aussi un pic renversé du groupe fonctionnel aussi des acides carboxyliques qui est à peu près à 1750 cm-1 et qui correspond à C double liaison O des acides carboxyliques. Et ainsi, chaque groupe fonctionnel, chaque liaison est caractérisée par un pic renversé qui est bien connu. Et en analysant le spectre d'absorption d'une molécule, je peux connaître ainsi les liaisons et les groupes fonctionnels que contient la molécule. Spectre des nucléides. Alors, on va voir que après une désintégration en nucléaire, alpha ou bêta moins ou bêta plus, le nucléide obtenu est toujours en état d'excitation.
Alors, et pour se stabiliser, il doit émettre des radiations. Et ce sont des radiations sous forme d'ondes électromagnétiques gamma, d'énergie élevée qui est mesurée en MeV et de petites longueurs d'onde mesurées en picomètre. Alors, les nucléides peuvent émettre plusieurs radiations gamma ou une seule radiation gamma parfois, ou ne pas émettre des radiations. Ils vont se trouver après la désintégration dans un état stable. On va voir ceci dans cet exemple. Ici, vous avez l'or AU198 qui va se désintégrer en mercure avec une désintégration β-. Alors, vous avez trois types de possibilités où 1% des nucléides peuvent se trouver dans un état excité. Alors, dans cet état excité, pour revenir à l'état fondamental, ils peuvent émettre soit une seule longueur d'onde gamma, soit plusieurs émissions gamma. Ici, deux émissions. Ils passent tout d'abord à ce niveau d'énergie et après à l'état fondamental. Vous avez presque 99% des nucléides vont se trouver dans cet état fondamental, donc ils vont émettre seulement une seule radiation gamma, ou bien vous avez 0,025% après émission β-, ils vont se trouver, se stabiliser dans un état stable, non excité. Donc vous avez la plupart se trouvent en état excité et pour se stabiliser, ils doivent émettre des radiations gamma. Alors pour mesurer la longueur d'onde gamma, il suffit de faire la formule. Cette énergie là moins celle-là égale à Hc sur lambda, et ainsi tu peux trouver la longueur d'onde de la radiation gamma qui est de l'ordre du picomètre.